J'ai 26 ans et je sais exactement ce que vous ressentez. Vous avez plus de 40 ans et depuis quelques mois déjà, vous voyez l'intelligence artificielle absolument partout. Dans les journaux, sur les réseaux sociaux, au travail, vos collègues en parlent, vos enfants en parlent et vous avez l'impression d'avoir raté le train. Vous avez l'impression de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment ça se passe. Eh bien, si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Car dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir de manière simple et surtout sans jargon technique pour vous mettre à niveau. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous apprendrez c'est quoi exactement l'intelligence artificielle, quels outils vous correspondent, quels sont les métiers les plus impactés et est-ce que le vôtre est en danger, quels sont les vrais dangers de l'intelligence artificielle et aussi vous aurez un plan d'action clair de 14 jours pour reprendre le contrôle. Avant de commencer, je voudrais qu'on règle quelque chose tout de suite. Si vous êtes ici, il y a de grandes chances que vous vous disiez que c'est trop tard, que vous avez raté le coche, que vous êtes peut-être déjà trop vieux, trop âgé pour apprendre l'intelligence artificielle. Alors, laissez-moi vous rassurer avec des faits. En 2025, la majorité des gens dans le monde se méfient encore de l'intelligence artificielle et c'est normal. C'est une sensation, un sentiment qui est tout à fait normal parce que c'est une nouvelle technologie. Vous n'êtes pas seul. La plupart des gens autour de vous ressentent exactement la même chose si vous leur posez la question et ceux qui l'adoptent ont su dépasser ce sentiment ou du moins ils ont pris un peu d'avance, certes. En même temps, l'adoption de l'intelligence artificielle est en train d'exploser depuis 2023. En 2023, on avait 20% de la population qui utilisait l'IA à travers les chatbots tels que ChatGPT. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 60% d'adoption qui est considérable. Ça va très vite et c'est parfaitement normal de se sentir dépassé. Mais c'est pour vous dire que vous avez toujours de la marge pour passer à l'action. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Souvenez-vous un tout petit peu d'Internet. Il y a 20 ans, en tout cas plus d'une vingtaine d'années. Quand Internet est arrivé dans les foyers dans les années 90, personne ne savait vraiment ce que c'était. Les gens disaient c'est un truc pour les jeunes, ça ne va pas durer, je n'en ai pas besoin. Et puis il a fallu 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que Internet devienne ce qu'il est aujourd'hui. 20 ans, ok? L'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, celle dont tout le monde parle, qui a commencé à faire le buzz, a explosé, je me rappelle, en novembre 2022, quand OpenAI a lancé son fameux chatbot ChatGPT. On est à peine à 3 ans et demi, donc c'est tout récent, c'est tout nouveau, donc 3 ans et demi sur un changement qui va probablement durer plusieurs décennies, je trouve qu'on est encore au début de cette nouvelle technologie. Donc non, vous n'avez rien raté. En tout cas, vous avez tout le temps qu'il faut pour vous rattraper et on est encore au début de l'histoire. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une donnée qui va peut-être vous surprendre. Une étude réalisée à l'université de Stanford, publiée en 2025, montre que les travailleurs de plus de 30 ans voient leur emploi augmenter dans les secteurs qui adoptent l'intelligence artificielle et que plutôt les jeunes de 22 à 25 ans perdent entre 6 et 22% de leur emploi et sont plus exposés. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin de personnes qui ont de l'expérience, du jugement, des relations humaines solides. Et ça, c'est exactement ce que vous avez parce que vous travaillez certainement depuis une vingtaine d'années, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance du terrain. Et cette expérience de vie, c'est votre capacité à comprendre les gens, à comprendre votre travail, à prendre des décisions nuancées. Ce sont vos avantages compétitifs en réalité. Et l'intelligence artificielle, quoi qu'on dise, ne peut jamais remplacer ça. Elle amplifie ces qualités-là. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les entreprises se libèrent des postes juniors, donc pour quelqu'un comme moi qui est ingénieur en informatique, et préfèrent augmenter, c'est-à-dire investir dans l'apprentissage de leurs seniors ou motiver les seniors à pouvoir adopter l'intelligence artificielle pour être plus productifs au quotidien. C'est ce qui justifie les renvois qui se passent en masse en ce moment dans les grandes entreprises du monde et aussi le manque d'emplois, de nouveaux emplois créés pour les plus jeunes. Donc ça, c'est un problème pour les personnes de ma génération, mais pour les personnes de votre génération, c'est plutôt un avantage parce que vous avez l'expérience que les entreprises recherchent et ils vous encouragent, ils veulent absolument que vous adoptiez cette technologie-là pour devenir en fait des personnes augmentées par l'IA. Donc quand on dit augmentées par l'IA, ça veut tout simplement dire que vous avez une mentalité de AI first. Quand vous voulez faire quelque chose, vous vous demandez comment est-ce que l'IA peut m'aider à faire cette chose, à réaliser cette tâche, ou comment est-ce que l'IA peut contribuer à réaliser la tâche. Maintenant que nous avons posé les bases, passons à la question fondamentale. C'est quoi l'intelligence artificielle en réalité? Je vais vous l'expliquer tout simplement. L'intelligence artificielle, c'est une forme d'intelligence
super puissante qui vit dans les machines. Je dis dans les machines parce que concrètement, elle tourne sur des ordinateurs, mais pas n'importe quel ordinateur. On parle de supercalculateurs. Ce sont des machines gigantesques, non pas en termes de taille, mais gigantesques en termes de capacité, qui sont capables de lire et d'analyser des milliards d'informations en quelques secondes. Ça peut être votre ordinateur portable super puissant que vous avez, ça peut être votre téléphone, ça peut être un serveur. Pour vous donner une idée, imaginez que vous puissiez lire tous les livres de toutes les bibliothèques du monde en une après-midi. C'est un peu ce que ces super intelligences-là font. En fait, l'IA a lu aujourd'hui la quasi-totalité de l'information disponible sur Internet. Tous les articles, les livres numérisés, tous les forums, les conversations publiques. Et c'est comme si elle avait la mémoire d'un milliard de personnes. Je pense qu'on est 8 milliards sur Terre. C'est comme si elle avait la mémoire de tout le monde réuni. Et c'est pour ça qu'elle est capable de répondre à pratiquement n'importe quelle question que vous lui posez. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on connaissait avant de l'intelligence artificielle et ce qui existe maintenant. En réalité, l'intelligence artificielle existait bien avant 2022 et elle a évolué dans le temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Avant, quand vous aviez une question, vous alliez sur Google. Que faisait Google en réalité? Il allait chercher sur des pages, des milliers de pages Internet existantes et aller chercher des pages qui contenaient probablement la réponse que vous souhaitez. Et donc, c'est comme si vous alliez dans une bibliothèque, vous consultiez le bibliothécaire qui vous dit où chercher le livre et la bonne page où trouver la réponse que quelqu'un d'autre a écrite parce qu'elle avait l'information. Elle se basait essentiellement sur ce qu'on appelle du machine learning. C'est une forme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce qu'on a est complètement différent parce que quand vous posez une question à un outil comme ChatGPT ou Claude, l'IA ne va pas toujours ou nécessairement chercher une réponse préfaite qui existait déjà quelque part. Elle génère une nouvelle réponse sur le moment et c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Elle s'appuie sur tout ce qu'elle a appris durant sa phase d'entraînement et génère du contenu original à chaque requête que vous lui donnez. Pour reprendre l'image de la bibliothèque, Google, c'était un peu plus le bibliothécaire qui vous trouvait le bon livre et l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui est un expert qui a lu tous les livres de la bibliothèque et qui vous rédige une réponse sur mesure adaptée à votre question lorsque vous lui la posez. D'accord? Mais attention, il y a un piège et je vais être totalement transparent avec vous là-dessus. Parfois, il arrive que l'intelligence artificielle invente des choses. Elle vous donne une réponse qui a l'air parfaitement crédible, bien formulée, avec des détails précis, mais qui est complètement fausse. On appelle ça des hallucinations, d'accord? Et c'est un terme technique, mais le concept est vraiment simple, c'est que l'IA, il rêve. Il vous donne une réponse farfelue au lieu de vous donner quelque chose de vérifié. Et donc, la règle numéro 1, celle que vous devez retenir au-dessus de toutes les autres, c'est de ne jamais perdre votre sens critique, d'accord? L'IA est un outil formidable, mais ce n'est pas une source de vérité absolue. Vérifiez toujours les informations importantes, surtout quand c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences dans votre vie ou dans votre travail. Consultez plusieurs sources d'informations, challengez l'IA sur les réponses qu'elle vous donne, demandez-lui de vous fournir des sources auprès desquelles vous pourrez vérifier ces informations-là. Maintenant que vous savez ce qu'est l'intelligence artificielle, vous allez me dire, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que j'utilise parmi toutes ces panoplies d'outils qu'on voit passer sur Internet? C'est normal, c'est une question tout à fait légitime et c'est justement pour ça que je vais vous simplifier les choses. En réalité, tous les outils d'IA que vous allez rencontrer vont généralement se classer en 3 grandes catégories. Nous avons les chatbots, les créateurs de contenu et les agents IA. Commençons par les chatbots. Un chatbot, c'est l'outil le plus simple à comprendre en réalité. Vous lui posez une question et il vous répond. C'est comme si vous aviez un expert disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne dort jamais et qui ne se fatigue jamais. Vous pouvez lui demander de vous expliquer la physique, la métaphysique, les mathématiques, la science, la médecine, de vous rédiger un test, de traduire une phrase, de résoudre un problème complexe. Il est là pour vous répondre. Même lorsqu'il n'a pas l'information, il vous répond quand même. Alors, les chatbots les plus connus sont ChatGPT, créé par OpenAI, Claude, créé par l'entreprise Anthropic, Gemini, créé par Google, d'accord? Chacun a ses forces, mais pour commencer, n'importe lequel de ces trois-là pourra très bien faire l'affaire pour le genre de tâches que vous allez lui confier, d'accord? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous une version gratuite. Et premier conseil au passage, si vous voulez vérifier une information et avoir les sources, utilisez un outil comme par exemple Perplexity, qui est aussi un chatbot, qui va chercher les informations sur Internet en temps réel et qui va vous citer les sources à chaque réponse. Je dirais que c'est l'outil le plus robuste
pour ne pas tomber dans le piège des hallucinations dont je vous ai parlé juste avant. Vous pouvez également utiliser un outil tel que Grok qui a accès à toute la base de données en temps réel de la plateforme X ou X et qui est généralement mieux à jour et mieux informé lorsqu'il s'agit d'informations nouvelles sur la politique, les tendances, l'économie, les marchés boursiers, etc. Après les chatbots classiques, la deuxième grande catégorie d'outils IA, ce sont les créateurs de contenu. C'est vraiment le côté spectaculaire de l'intelligence artificielle parce que ces outils sont désormais capables de créer des images, de créer des vidéos, de créer de la musique, de créer des voix, de créer des présentations à partir du texte. Ok, vous leur décrivez quelque chose que vous voulez et ils le lisent et le génèrent en quelques secondes. Avant, vous auriez passé plusieurs minutes, voire 1 heure à chercher la bonne image sur Internet. Ou vous auriez peut-être fait appel à un graphiste qui vous aurait chargé 50 $ pour le faire. Aujourd'hui, il vous suffit de taper un prompt tel que réalise une illustration moderne d'une équipe qui travaille dans un bureau lumineux et l'IA va vous le générer en 5 secondes. Alors, les outils les plus connus dans la catégorie de génération d'images, vous avez par exemple Midjourney, DALL-E, Sora. Vous avez également d'autres outils tels que Nano Banana Pro de Google et j'en passe. Pour générer des vidéos, vous pouvez utiliser un outil tel que Sora, vous pouvez utiliser VO3, vous pouvez utiliser Higgsfield qui est une agrégation de tous ces outils-là. Pour les audios, vous pouvez utiliser par exemple Eleven Labs, vous pouvez utiliser Google AI Studio et autres. Alors, cette deuxième catégorie d'outils n'est pas que pour les professionnels. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des fins personnelles telles que créer une carte d'anniversaire, illustrer un projet scolaire pour vos enfants ou même générer une musique de fond pour votre vidéo de vacances. Donc ça peut impacter tous les aspects de votre quotidien, de votre vie. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les agents IA. C'est la catégorie la plus récente et c'est un niveau au-dessus des deux autres parce que un chatbot, il va se contenter de répondre à vos questions, mais un agent, il va pouvoir agir à votre place. D'accord? Concrètement, un agent IA peut envoyer un email à votre place, il peut réserver un billet d'avion si vous lui donnez l'autorisation, le pouvoir de le faire, il peut organiser votre agenda, votre calendrier, ou même il peut faire des achats en ligne pour vous. Il ne se contente pas de vous dire quoi faire, mais il le fait à votre place. Les exemples les plus connus aujourd'hui, ce sont des outils tels que Claude Code. Vous avez également Codex de OpenAI. Vous avez Gemini qui est aussi Gemini 4.1 qui est aussi un agent IA et tous ces agents peuvent passer à l'action à votre place. Maintenant, je veux que vous reteniez quelque chose d'important. En 2026, les frontières entre ces trois catégories que je viens de vous présenter commencent progressivement à s'effacer. Les chatbots deviennent de plus en plus capables à créer des images. Les créateurs de contenu ajoutent des fonctions de conversation. Les agents commencent à s'intégrer un peu partout. Donc, tout ça est en train de converger en réalité, d'accord? C'est pourquoi j'ai réalisé ce graphique là en bas. Donc, ne vous inquiétez pas si les catégories vous semblent un peu floues par moment. C'est normal, c'est parce que la direction que les choses sont en train de prendre en ce moment mène vers la convergence des outils. On a vu la théorie, maintenant passons à la pratique parce que c'est ce qui compte vraiment. Je vais vous montrer 3 situations concrètes dans lesquelles vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer des tâches que vous faites au quotidien. Et ce sont des choses que vous allez pouvoir reproduire juste après avoir regardé cette vidéo. La première démo va concerner une lettre. Donc, on va écrire une lettre de réclamation qui va faire mouche. Et imaginez que vous avez un problème avec votre opérateur téléphonique ou encore votre assurance qui refuse de vous rembourser ou un artisan qui n'a pas terminé les travaux sur lesquels vous avez convenu. Vous savez que vous avez raison, mais vous ne savez pas comment le formuler de façon professionnelle, mais ferme, d'accord? Donc, vous allez utiliser un des chatbots que j'ai mentionné tout à l'heure, notamment dans cet exemple, j'utilise Claude. Vous allez dire à votre chatbot, mon assurance habitation refuse de prendre en charge les dégâts des eaux alors que c'est dans mon contrat. Rédige-moi une lettre de réclamation ferme mais professionnelle en citant mes droits. En quelques minutes, vous aurez votre lettre bien structurée, en pleine et due forme, avec les arguments, le bon ton et aussi les bonnes formules. Vous n'avez plus besoin d'appeler votre proche avocat pour vous aider à rédiger ce type de lettre.
L'instruction que je viens de donner à l'intelligence artificielle dans cet exemple est ce qu'on appelle un prompt. Et pour rédiger un bon prompt, il vous faut avoir certains éléments capitaux. Le premier et l'un des plus importants, c'est le contexte. Donc, j'ai spécifié à mon outil d'intelligence artificielle le contexte dans lequel la situation se passe. Ensuite, il vous faut lui spécifier la tâche qu'elle doit accomplir de manière claire et limpide. Peu importe l'outil que vous utilisez, l'intelligence artificielle performe beaucoup mieux lorsque votre requête est claire et spécifique. Un bon prompt contient également ce qu'on appelle les contraintes. Une contrainte, c'est une phrase que vous ajoutez à votre prompt pour obliger l'intelligence artificielle à rester dans un certain cadre. Dans mon exemple, j'ai spécifié à l'intelligence artificielle de rédiger ma lettre dans un ton professionnel mais ferme. Professionnel et ferme représentent ici une contrainte que j'impose à mon outil afin qu'il puisse me donner un résultat acceptable. Et pour finir, lorsque vous le pouvez, vous avez besoin de définir les entrées et les sorties de votre prompt. Dans le cas de cet exemple, mon entrée, c'est tout simplement le texte que je lui ai donné. Et pour la sortie, je m'attends à ce qu'il me rédige la lettre finale. Dans d'autres exemples, l'entrée et la sortie peuvent différer. Ça peut être des fichiers PDF, des fichiers multimédia et j'en passe. Passons maintenant à la deuxième démo. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour comparer deux offres avant un achat. Imaginez que vous recevez deux devis, d'un plombier ou d'un électricien, et vous hésitez entre les deux contrats. Vous ne savez pas lequel choisir, peut-être c'est un forfait téléphonique ou votre contrat d'assurance auto. Les prix sont présentés différemment, les options ne sont pas exactement les mêmes, les petites lignes sont cachées en bas et vous avez besoin de comprendre les détails, vous voulez vous assurer de faire le meilleur choix. Vous avez tout simplement besoin de copier les deux offres dans l'intelligence artificielle ou de télécharger les offres en PDF sur votre outil et de lui demander « Compare-moi ces deux devis, lequel est le plus avantageux? Est-ce qu'il y a des frais cachés ou des pièges dans l'un des deux? De quoi devrais-je me méfier dans ce contrat ?» Alors, l'IA va vous sortir un comparatif clair du genre « Celui-ci est moins cher au départ, mais il inclut une franchise plus élevée. Celui-ci coûte 20 € de plus que l'autre, mais il couvre tout. » Vous prenez votre décision en connaissance de cause et plus à l'aveugle. Pour finir, voyons une troisième démo où vous avez besoin de comprendre un contrat ou un document juridique sans avocat. C'est un cas de figure qui m'arrive très souvent parce que je dois généralement signer des contrats de travail, des conditions générales de vente, des litiges et c'est souvent écrit dans un jargon juridique que vous ne comprenez pas, et moi non plus d'ailleurs. Donc, ce que vous faites, c'est de copier le document dans votre outil, donc dans ce cas Claude, et vous lui demandez « Explique-moi ce contrat en langage simple. Quelles sont les clauses importantes? Est-ce qu'il y a des choses dont je devrais m'inquiéter ou me méfier ?» L'IA va vous le traduire de façon simple, dans un langage courant. Elle peut même vous dire « Attention, cette clause dit que le propriétaire peut augmenter le loyer de 15% sans préavis. C'est inhabituel et vous devriez négocier ce point. » Alors, bien sûr, pour un engagement très important, consultez quand même un professionnel, un avocat quand nécessaire. Mais pour comprendre les grandes lignes d'un document juridique, avant de le signer, c'est vraiment un outil formidable. Maintenant, les trois exemples que je viens de vous présenter, c'est juste la surface. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour comprendre votre bulletin de paie, ligne par ligne, vos fiches d'impôt, savoir exactement où va chaque euro qu'on vous prélève. Vous pouvez lui demander de rédiger un email professionnel en 30 secondes quand vous bloquez devant votre écran, par exemple. Vous pouvez même lui donner un message en anglais, lui demander de le traduire en espagnol ou en allemand et il le fera de façon professionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que les possibilités sont vraiment infinies. À chaque fois que vous vous dites « ça me prend trop de temps » ou « je ne sais pas comment faire ça », posez-vous la question « est-ce que l'intelligence artificielle pourrait m'aider ?» Et la réponse est bien souvent oui. Maintenant, parlons d'un sujet qui inquiète beaucoup de personnes, les métiers. Est-ce que l'IA va me remplacer? Est-ce que mon emploi est en danger? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Ce sont des questions légitimes et je vais y répondre honnêtement avec des données réelles. Et ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est une étude réalisée par Anthropic, l'entreprise qui a créé Claude Code sur les métiers les plus impactés par l'intelligence artificielle. Donc la projection de l'impact et l'impact réel en ce moment, d'accord? Alors, commençons par les métiers qui sont les plus touchés. Les métiers qui font dans le secrétariat, dans l'administratif, sont fortement impactés, comme vous pouvez voir ici. Tout ce qui relève de la saisie de données, d'accord, du classement de documents, de la planification de rendez-vous, ce sont des tâches que l'intelligence artificielle fait déjà aujourd'hui de manière automatique. Alors, sur cette image que vous voyez sur mon écran, la zone qui est dessinée en bleu représente l'impact projeté de l'intelligence artificielle en fonction du domaine d'activité. Et la zone qui est en rouge représente l'impact actuel qui est déjà consommé, si je peux le dire ainsi, de l'intelligence artificielle sur certains domaines. Et donc, nous pouvons voir que, alors,
tout d'abord, l'impact le ressenti actuel que nous avons de l'impact de l'intelligence artificielle est encore très minime par rapport à l'impact projeté sur les prochaines années. Et nous pouvons aussi facilement lire les métiers qui sont les plus impactés. Plus la zone bleue se rapproche du cercle, plus ce métier ou ce secteur d'activité serait impacté par l'intelligence artificielle durant les prochaines années. Et donc, les métiers qui sont les plus impactés sont notamment les métiers qui sont dans le management, le business et les finances, computer and math, donc l'ordinateur, les mathématiques, les sciences. L'architecture et l'ingénierie sont un peu moins impactés ou seraient un peu moins impactés, mais c'est considérable quand même. Tout ce qui est légal, art et médias, office et admin. Alors, ça, c'est la projection sur les prochaines années. Mais dans la réalité actuelle, les secteurs qui sont les plus impactés sont notamment tout ce qui est office et admin et également computer and math, donc ordinateur, mathématiques et sciences. Alors, quels sont donc les métiers qui sont les moins impactés? Nous avons bien sûr tout ce qui est manuel, comme vous pouvez le voir ici, donc le transport, le management, la production, ceux qui font les installations, les services de réparage, la construction, l'agroalimentaire. Donc, tous ces métiers-là qui sont pour le moins manuels seront moins exposés à l'impact de l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Et la raison, elle est toute simple, c'est parce que la majorité des métiers qui sont le plus impactés ou qui seront le plus impactés sont tous les métiers qui se passent sur un ordinateur. Parce que nous avons des millions ou des milliards de données sur ces métiers-là qui fait qu'ils sont plus facilement automatisables. Les métiers manuels, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas eu de collecte de données sur ces métiers-là. Et donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir les répliquer ou les automatiser de manière, efficace dans les prochaines années. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais à un moment donné dans le temps, mais ça veut dire que si vous êtes dans un métier manuel, vous avez un peu plus de temps que les autres pour vous adapter et pour apprendre ces technologies. Alors, la robotique évolue très bien même et justement, des challenges de la robotique, c'est de pouvoir avoir suffisamment de données pour pouvoir faire ces métiers. Alors, qu'est-ce que cette data nous dit concrètement? Elle nous dit que si vous êtes dans un métier qui sera très vite impacté, eh bien, vous avez intérêt à vous ajuster, à vous armer, de sorte à ne pas être une victime, mais plutôt agir de façon proactive pour pouvoir en bénéficier, parce que oui, c'est possible. Alors, je suis moi-même dans un secteur d'activité qui se retrouve très impacté par l'intelligence artificielle, et pour moi, c'était la décision de m'ajuster, de m'adapter. Elle a été capitale, mais elle a été aussi très rapide. Pour mettre tout ceci en perspective, le Forum économique mondial estime que 40% des compétences vont changer, des compétences professionnelles, je veux dire, actuelles seront obsolètes et vont changer d'ici 2030. 40%, c'est énorme, d'accord? C'est flippant. Je l'admets, je le comprends, mais attention, compétences obsolètes ne veut pas nécessairement dire emploi supprimé, parce que ça veut dire qu'il y aura des nouvelles compétences qui seront demandées, celles qui existent vont changer, et ceux qui s'adaptent le plus vite prendront l'avantage. Et donc, si vous restez inerte et que vous tardez à passer à l'action, vous subirez ce système. Par contre, si à partir d'aujourd'hui, vous prenez la décision d'entrer en action et de vous former, d'être agile, eh bien, vous allez pouvoir profiter de cette grosse opportunité que présente l'intelligence artificielle en ce moment. Si vous me posez alors la question, mais Pharrell, quels seront ces métiers qui vont profiter de l'intelligence artificielle? Je vous dirais les métiers de conseil, de stratégie, de relations clients, de créativité augmentée par l'IA. Dans le passé, pour réaliser une affiche, il vous fallait peut-être 1 heure. Aujourd'hui, en 1 heure, vous pouvez en réaliser 1000 et choisir les meilleurs. Donc, ce sont des métiers qui reposent sur le jugement humain pour augmenter ce que l'IA fait. Sur la capacité des humains à comprendre des situations complexes, à gérer les relations humaines, à prendre des décisions malgré l'incertitude. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire et je pense qu'il ne pourra même pas le faire. Elle peut vous aider à analyser des données pour gagner du temps, mais la décision finale, le rapport humain, la vision stratégique, ça va rester le domaine de l'humain. Et d'ailleurs, lorsqu'on a demandé à Jensen Huang, qui est l'homme le plus intelligent de la Terre, selon lui en ce moment, il a donné une réponse qui a surpris beaucoup. Pour lui, en ce moment, l'intelligence est devenue une
commodité. Tout le monde peut y accéder à partir de son téléphone, en tout cas de l'intelligence artificielle. Par contre, la capacité de l'homme à pouvoir comprendre les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent, à pouvoir déterminer les subtilités dans les solutions, à pouvoir analyser les besoins en profondeur et apporter des solutions réellement humaines. Ce sera ce qui différenciera, en tout cas, les gagnants des autres durant les prochaines années. J'ai trouvé sa réponse surprenante et unique et ça m'a beaucoup inspiré également dans ma vision de ce que je pense de l'intelligence artificielle. Et si vous ne savez pas, Jensen Huang, c'est le PDG de l'entreprise Nvidia, qui est l'entreprise qui bénéficie le plus de l'intelligence artificielle en ce moment parce que c'est la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière sur le marché américain. Il fabrique des puces électroniques et si vous vous rappelez, je vous ai parlé de supercalculateurs. Eh bien, ces puces électroniques là sont des composantes indispensables pour réaliser les supercalculateurs. Donc, vous allez entendre parler de Nvidia très souvent lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Je vais être franc avec vous, l'intelligence artificielle a des dangers réels. Ce n'est pas que du positif, il y a beaucoup de choses qui sont flippantes et qui peuvent faire très très mal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces dangers a potentiellement une parade. Certaines sont personnelles, donc il y a des dangers sur votre vie, votre bien-être personnel et il y a des dangers sur toute une nation, tout un pays. On ne va pas parler de ça, on va parler de ce qui vous concerne directement. Le premier pour moi, c'est la désinformation parce que l'IA peut générer des textes, des images et même des vidéos qui ont l'air parfaitement vraies, qui ont l'air tellement réelles, mais qui sont complètement fausses. Du coup, il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. La désinformation aujourd'hui grandit à une vitesse fulgurante. Vous avez peut-être déjà entendu parler des deepfakes où on utilise le visage de quelqu'un pour passer un message qu'il n'a jamais dit. Alors, la parade de la désinformation, c'est simple mais c'est subtil. C'est de toujours demander les sources et de vérifier les sources. Quand l'IA vous donne une information, demandez-lui d'où elle tient cette information. Utilisez des outils pour vérifier les sources ou essayez de consulter plusieurs outils en même temps pour être sûr. Quand une information est importante, essayez de croiser plusieurs outils. Ça va vous donner un peu plus d'assurance. Si ChatGPT vous dit par exemple quelque chose, vérifiez avec Perplexity ou avec Grok ou avec Gemini. Si Perplexity vous dit autre chose et que ChatGPT vous dit autre chose, là, ça vous met la puce à l'oreille et vous allez faire beaucoup plus de recherches pour être sûr d'avoir la bonne information. Donc, ce réflexe-là va énormément vous protéger contre la majorité des fausses informations. Demandez aussi aux plus jeunes. Je pense que les plus jeunes développent ce regard-là et arrivent à détecter. Alors, le deuxième risque, c'est la vie privée. C'est un point qui est absolument crucial. Ne tapez jamais vos mots de passe dans un outil d'IA. Carte de crédit, numéro de sécurité sociale, des informations sensibles que vous n'êtes censé partager à personne, ne le partagez pas avec l'intelligence artificielle. Ce sont des données qui sont sensibles, mais même si les entreprises qui créent ces outils disent protéger vos données, le risque n'en vaut pas la peine à mon avis, d'accord? Après, si vous êtes développeur et qu'on parle de clés d'API et tout ça, on ne peut pas faire ça pour créer les systèmes, mais ne mettez jamais vos cartes bancaires, surtout s'ils n'ont pas de limite. Ne faites pas des folies en fait. Alors, la plupart des outils proposent un mode de conversation temporaire où vos données ne sont pas enregistrées. Vous pouvez également tester ça. Utilisez ce mode chaque fois que vous avez un doute sur la sensibilité de l'information que vous voulez partager. Mais sachez qu'ils enregistrent ces informations-là quand même pendant au moins 30 jours. D'accord? Donc, ce sera quand même quelque part pendant 30 jours. L'autre risque, ce sont les arnaques perfectionnées. D'accord? Les escrocs, les personnes mal intentionnées utilisent déjà l'intelligence artificielle pour créer des stratégies d'arnaque encore plus puissantes, encore plus performantes, difficiles à détecter. Et donc, avant, on pouvait espérer repérer une arnaque parce que l'email est mal écrit ou parce que il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, d'accord? Et procédez, faites, comment dire en anglais, due diligence. Faites vos recherches, consultez des professionnels. Lorsque vous n'êtes pas sûr, consultez plusieurs personnes. Si quelqu'un vous demande de l'argent par email, c'est une arnaque. N'envoyez pas, il faut un contact. Si vous avez un contact humain, alors le contact humain n'empêche pas, mais consultez les professionnels, je dirais. Contactez votre banque. Votre banque ne vous demandera jamais d'envoyer de l'argent ou d'envoyer vos informations. Donc, essayez de contacter votre banque au téléphone, appelez directement l'organisme concerné, trouvez un parti. Ne faites pas des folies en réalité. C'est vraiment ça l'essentiel. Ne faites vraiment pas de folie. L'autre risque aussi de l'intelligence artificielle, c'est la dépendance. On l'en voit de plus en plus maintenant, surtout au niveau des plus jeunes. Et c'est tellement pratique de parler
parlez à l'IA, il est toujours d'accord. On peut vite tomber dans le piège de ne plus réfléchir par soi-même, poser toutes les questions à l'IA, dépendre effectivement de l'outil. Mais c'est très très dangereux, j'en suis conscient et l'IA doit rester un outil, d'accord? Ça ne doit jamais prendre la place de votre sens de l'esprit critique, sens, votre touche humaine. Et donc la bonne habitude, c'est de toujours réfléchir par vous-même, de formuler vos propres avis, de consulter l'IA juste pour compléter, vérifier ou enrichir votre réflexion et jamais l'inverse. Je vous encourage également à mettre en place des noms de code entre vous et vos proches, que ce soit vos enfants, vos frères et sœurs, des personnes avec qui vous discutez assez souvent, pour ne pas tomber dans les arnaques de rançon ou pour ne pas tomber dans les pièges d'impersonnification avec les deepfakes, comme je vous ai dit. Mettez en place un système de fonctionnement où vous pouvez par exemple dire ok, dans telle situation, pour que je sache que c'est vraiment toi, tu vas me dire ceci et ainsi de suite. Et ça peut aider. Alors c'est des idées, hein. Ça peut aider, ce n'est pas infaillible. Je vous demande juste d'être vigilant, mais de ne pas complètement vous dire « Ah non, l'IA, je ne touche pas ». Ce n'est pas la bonne approche, d'accord? Il faut commencer à adopter la technologie, mais tout en restant vigilant. Il y a également quelques peurs que je trouve généralement exagérées. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'IA, un jour, va prendre conscience et vouloir prendre le contrôle de l'humanité. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui arrive parce que en général, je pense que c'est un scénario de science-fiction. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais je dirais que même si ça arrive, c'est très très loin parce que il y a autant de bons acteurs que de mauvais acteurs qui utilisent l'IA et je suis plutôt optimiste de nature. Je pense que le bon côté gagne toujours. Je ne pense pas que l'IA va faire disparaître tous les emplois du jour au lendemain. Les emplois se transforment certes, mais ils ne disparaissent pas en bloc et si vous vous adaptez, vous serez en mesure de pouvoir plutôt profiter même de la situation. Après, l'idée qu'il est trop tard pour apprendre l'IA, non. Il y a plusieurs études qui montrent que 74% des personnes qui essaient l'IA pour la première fois deviennent confiantes après quelques utilisations. 74%. Donc, si vous vous mettez à apprendre l'IA aujourd'hui, je suis sûr qu'au bout de 1, 2, 3 mois, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant. Donc, il suffit tout simplement de commencer. Très bien, maintenant que nous venons de voir les dangers, je veux graver dans votre esprit les 5 règles d'or pour utiliser l'IA de façon responsable. Ce sont des règles simples, mais si vous les suivez, vous serez protégé dans la majorité des situations. Tout d'abord, ne partagez jamais vos informations sensibles avec l'IA. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est fondamental. Mot de passe, coordonnées bancaires, données médicales, numéro de sécurité sociale. Évitez de partager. Tout ça doit rester confidentiel pour vous et ne le partagez jamais avec l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est non négociable. En deux, vérifiez toujours les informations importantes. L'IA peut se tromper. Elle fait souvent des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle invente des faits, elle peut confondre des dates, elle peut mélanger les chiffres. Quand l'enjeu est important, que ce soit pour une décision financière, un contrat, une information liée à votre santé, vérifiez toujours avec des experts avant d'agir. Et là, je parle bien sûr d'experts humains. Ensuite, utilisez l'IA comme un assistant et non pas comme un oracle. Ne prenez pas ce qu'il dit comme parole d'évangile. L'IA est là pour vous aider, certes, pour vous faire gagner du temps, pour vous suggérer des idées. Mais la décision finale de prendre des décisions, c'est toujours vous qui la prenez. Et ça ne devrait pas changer à mon avis. Ne déléguez jamais votre jugement à une machine, sinon vous perdrez de votre humanité. Bien sûr, ceci implique que vous devez garder votre esprit critique intact. Ce n'est pas parce qu'une réponse est bien formulée qu'elle est nécessairement vraie. Ce n'est pas parce qu'un texte est fluide et convaincant qu'il est fiable. Ce n'est pas parce qu'un post a des millions de vues ou des millions de likes qu'il est nécessairement vrai ou vérifié. L'IA est excellente pour reproduire des idées, pour produire des réponses qui ont l'air crédibles, mais qui ne le sont pas en fait. Donc, aiguisez votre œil à détecter les contenus en IA. Si vous voyez trop d'émojis par exemple, ou des tirets du milieu, ça ce sont des choses qui tout de suite peuvent vous dire « je pense que ça c'est de l'IA ». Nous allons maintenant aborder une question que beaucoup se posent. Comment monétiser l'IA? Comment faire ou comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle? Eh bien, la réponse dépend de votre situation actuelle. Je vais vous présenter 3 scénarios concrets selon lesquels vous allez pouvoir vous classer et déterminer de quelle façon ce serait plus facile et plus rapide pour vous de gagner de l'argent avec l'IA.
Premier cas de figure, vous êtes salarié. Eh bien, si vous êtes salarié en ce moment, dites-vous que ce que le marché demande actuellement, ce sont des experts métiers augmentés par l'IA. Un responsable commercial qui utilise l'intelligence artificielle pour qualifier ses prospects ou un chef de projet qui automatise des rapports grâce aux automatisations IA. Votre expertise dans votre domaine d'activité, combinée avec une maîtrise d'outils d'intelligence artificielle, c'est ce qui fait de votre profil un profil extrêmement recherché. Maintenant, je sais aussi qu'il y a certains salariés qui font face à des entreprises ou à une bureaucratie qui n'autorise pas nécessairement l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une situation qui peut arriver et voici ce que je conseille. Il faut parler à votre direction ou à votre responsable et proposer une phase de test. Montrez-leur un exemple concret de ce que l'IA pourrait faire pour gagner du temps ou de la qualité dans votre travail. Dites quelque chose du genre: j'aimerais tester un outil qui pourrait nous faire gagner 5 heures par semaine sur les rapports hebdomadaires. Est-ce qu'on peut faire un essai d'un mois, par exemple? Ce type de proposition, c'est généralement difficile à refuser et vous aurez moins de friction que si vous vouliez tout changer ou apporter un changement drastique. Deuxième cas de figure, vous êtes entrepreneur ou indépendant. Si vous gérez déjà votre propre activité, l'IA est un accélérateur phénoménal. Toutes les tâches répétitives qui vous prennent du temps en ce moment, par exemple la facturation, les relances, les tris d'emails, la rédaction de contenu, tout ça peut être automatisé ou du moins accéléré grâce à l'IA. Et donc, le temps que vous gagnez, ce sera du temps que vous pourrez ensuite réinvestir directement dans le développement de votre activité. Vous pourrez passer plus de temps en face de vos clients. Vous pourrez passer plus de temps pour prospecter, pour innover, pour créer plus de valeur au marché et donc ultimement faire plus de résultats. Et la troisième façon, c'est pour générer du revenu ou monétiser l'IA, c'est si vous êtes en phase de reconversion. C'est-à-dire que vous êtes en pleine période de réflexion sur votre carrière, vous vous demandez que faire, vous avez envie de changer. Eh bien, voici mon conseil. Investissez du temps et de l'argent dans l'apprentissage de l'IA maintenant pour être celui qui aide les entreprises à l'implémenter, à l'intégrer demain. C'est ce que moi je fais personnellement et il y a une très grande demande pour ce genre de professionnels en ce moment. Et donc, le résultat naturel de tout ça, c'est que tu vas couper à partir de le résultat naturel. Une fois que vous avez cette expertise, vous pourrez travailler en freelance, vous pourrez être consultant pour les entreprises, vous pourrez même enseigner à d'autres personnes comment le faire. Et donc, il y a plusieurs façons de monétiser en réalité une fois que vous avez maîtrisé l'utilisation, l'application et l'implémentation des outils d'intelligence artificielle. Le résultat naturel de tout ça, quel que soit votre scénario, que vous soyez employé, indépendant ou en phase de reconversion, c'est une productivité augmentée. Donc, vous aurez plus de temps libre et la possibilité de lancer des projets annexes que vous n'auriez jamais pu lancer auparavant. Là, on arrive au chapitre le plus important de cette vidéo. Tout ce qu'on a vu avant, c'était pour vous amener exactement à ce chapitre. Parce que savoir tout ceci, c'est bien, mais agir, le comprendre et l'implémenter, c'est encore mieux. Et c'est ce qui va vraiment vous transformer durant les prochains jours. Alors, je vais vous donner un plan d'action de 14 jours pour construire votre premier système d'intelligence artificielle. Ne vous en faites pas, ce sera vraiment très simple, très basique. Et je vais le décomposer sur les activités que vous devez faire chaque jour. En réalité, c'est chaque 2 jours. Donc, je vous donne 2 jours pour pouvoir avancer à votre rythme, mais vous pouvez aussi aller plus vite. Alors, jour 1 et 2, j'aimerais que vous identifiez votre plus gros point de douleur en ce moment. Prenez un stylo et un papier, comme à l'ancienne ou comme moi, une tablette, si vous voulez, et posez-vous cette question. Dans ma vie professionnelle ou personnelle, quelle est la tâche qui me prend le plus de temps et que je n'aime pas faire ou que je déteste faire d'ailleurs? C'est peut-être trier vos emails, c'est peut-être rédiger des comptes rendus, c'est peut-être chercher des informations pour votre travail. Identifiez ce point de douleur. Si vous en avez plusieurs, notez-le également. Écrivez-le et dites-vous que le premier, celui qui est en tête de liste, c'est votre cible, d'accord? C'est par là que vous allez commencer et l'IA va vous proposer un plan personnalisé pour résoudre exactement ce problème-là. Les 2 prochains jours, qui sont les jours 3 et 4, vous allez construire votre premier outil IA en quelque sorte. Maintenant que vous avez identifié votre point de douleur, ce que vous aimeriez automatiser, vous allez exécuter le plan que l'IA va vous proposer. Donc l'idée, c'est que vous alliez sur Claude ou sur ChatGPT ou Perplexity et que vous lui demandiez
de l'aide pour résoudre ce problème précis. Il va d'abord vous proposer un plan, vous allez évaluer le plan et voir si c'est logique. Vous allez le challenger sur le plan qu'il va vous proposer. Et une fois que vous êtes accordé sur le plan, si la tâche que vous voulez automatiser, par exemple, c'est la rédaction d'emails, vous allez créer un modèle qui va gérer vos emails automatiquement. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui en parle, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Si c'est le tri d'informations, apprenez à utiliser l'IA pour réorganiser vos fichiers. L'objectif, c'est tout simplement de créer un premier système fonctionnel. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être fonctionnel. Pendant les jours 5, 6 et 7, vous allez tester votre outil sur des cas réels et mesurer le temps que vous auriez gagné. Donc, vous utilisez votre outil sur 5 cas de figure, 5 exemples et vous allez mesurer à chaque fois le temps que ça vous a pris avec l'IA et le temps que ça vous prenait sans l'IA. Donc, c'est important de chiffrer parce que ce qui est mesuré est améliorable. Okay? Ce qui est chiffré peut s'améliorer. Et en réalité, c'est votre preuve que ce que vous faites marche et ça va vous aider plus tard à convaincre votre entourage professionnel si nécessaire. Vous pourrez dire, oh, je faisais telle tâche, maintenant avec mon système, je le fais en moins de temps de façon chiffrée. J'économise de 3 à 4 heures par jour. Jour 8 et 9, vous allez ajouter 2 autres automatisations. Donc maintenant que vous avez réalisé votre première automatisation, l'idée c'est de prendre votre expérience et d'identifier 2 autres tâches que vous pouvez automatiser et accélérer avec l'IA. Et vous allez essayer de les mettre en place. À la fin de cette étape, vous aurez déjà 3 systèmes qui tournent et qui vous aident à, à prendre la main avec l'IA. Les jours 10 et 11, vous allez créer un document avec un peu comme votre bibliothèque, votre mini-bibliothèque. Donc, au fil des jours, vous allez découvrir, par exemple, que certaines façons de formuler vos demandes avec l'IA fonctionnent mieux que d'autres, d'accord? Et donc, vous allez créer un document, ça peut être un Google Doc ou un fichier Excel, sur votre ordinateur préférablement, dans lequel vous allez sauvegarder ces structures de prompt. Ça va être un peu comme votre boîte à outils personnelle, si je peux le dire ainsi. Donc, à chaque fois que vous trouvez une formulation, quelque chose qui fonctionne bien, qui donne un excellent résultat que vous aimez, vous ajoutez ça dans votre document pour pouvoir y faire référence plus tard. Alors, on est presque arrivé. Jour 12 et 13, vous allez montrer vos résultats à votre entourage, personnel ou professionnel. Comme on dit, ce qui se sait s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, l'idée ici, c'est de partager ce que vous avez accompli avec vos collègues, vos proches, vos enfants, vos clients. Montrer des résultats chiffrés. Vous pouvez dire une phrase du genre, ça me prenait 2 heures, maintenant ça me prend 20 minutes ou ça me prend 10 minutes. J'ai économisé tel nombre de temps, d'accord? Et ça va vous permettre aussi de prendre confiance et de devenir un peu comme la personne référence sur le sujet de l'intelligence artificielle dans votre entourage. Et c'est vraiment super. Alors, jour 14 et 15, à ce stade, vous aurez fini votre bootcamp personnel de 2 semaines. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de décider de la suite. Donc, vous n'aurez pas juste essayé l'IA à ce moment-là. Vous aurez déjà construit 1, 2 ou peut-être même 3 systèmes. Donc, vous allez prendre le temps de vous dire, OK, maintenant, j'aimerais apprendre ceci. Et la meilleure façon d'apprendre, bien sûr, c'est de rejoindre une communauté. Vous pouvez rejoindre la mienne. J'ai une communauté gratuite où j'échange avec les membres sur leurs problèmes. On discute, c'est vraiment assez fun et inclusif. Il y a des personnes de tous les horizons. Donc, l'idée, c'est de rejoindre une communauté où vous pouvez apprendre avec les autres. Et là, vous ne vous sentirez plus trop en arrière ou dépassé. Vous allez prendre confiance. C'est le plus important. D'accord? Donc, vous décidez de quoi faire. Vous pouvez rejoindre d'autres communautés. Et surtout, vous pouvez décider aussi d'autres tâches que vous aimeriez automatiser à ce moment-là. Donc, ça va être des tâches un peu plus complexes que les premières tâches que vous avez fait. Et l'idée là, c'est vraiment de monter en compétences. Alors, avant de conclure cette vidéo, je veux partager quelque chose de très important. Et ce sont les 5 erreurs que je vois le plus souvent chez les personnes qui essaient d'apprendre ou d'implémenter l'IA et qui finissent par abandonner. Donc, si vous les connaissez d'avance, je pense que ça vous aidera énormément à les éviter. La première erreur, c'est de ne pas essayer par peur que quelque chose se casse. Ou que quelque chose de mal ou de mauvais se produise. Alors, beaucoup de gens ont cette peur de faire une bêtise avec l'IA, et pas qu'avec l'IA, même avec votre ordinateur, votre téléphone, d'appuyer sur les boutons. Rassurez-vous, parce que l'IA n'est qu'un outil, d'accord? Ce n'est pas une bombe. Vous ne pouvez rien casser, d'accord? En posant une question à Claude ou à ChatGPT. Et essayez aussi plutôt de titiller un peu l'IA, de le pousser dans ses retranchements. Vous allez voir qu'il n'est pas aussi exceptionnel que ça finalement, parce qu'il peut répondre à des questions très bien, des questions techniques, et sur d'autres, vous dites, même un enfant de 5 ans saurait ça, quoi. Donc, n'ayez pas peur d'appuyer sur les boutons. La deuxième erreur, c'est de croire que tout ce que l'IA dit, c'est la vérité, sans vérifier. Et on en a parlé déjà plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est tellement important que je voudrais bien le répéter une dernière fois. L'IA peut se tromper, elle peut inventer des faits et halluciner avec une assurance déconcertante.
Et donc, ne prenez jamais une réponse pour vérité absolue ou pour argent comptant, surtout quand l'enjeu est important. Donc, prenez le temps de vérifier. Troisième erreur, c'est d'ignorer l'IA en espérant que ça passe. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup de personnes se disent ouais, l'IA, c'est une mode, ça finira pas passer, on va oublier ça d'ici 5 ans. Je n'en suis pas si sûr parce que c'est une transformation fondamentale au même titre que l'arrivée d'Internet ou du téléphone portable. Et pour moi, ignorer l'IA, c'est de se mettre soi-même en difficulté, de se mettre un bâton dans les roues, un peu comme de se créer une dette dans le futur, ok? C'est pas là aujourd'hui que vous allez le sentir, mais dans 2, 3 ans, quand tout le monde autour de vous l'utilisera et que vous vous sentirez cela ne pas savoir, là, voilà. Donc, ne faites pas cette erreur. La quatrième erreur, c'est de vouloir tout apprendre d'un coup. Alors, même moi, étant un professionnel du domaine, ingénieur et tout ça, je peux vous dire que l'IA est un domaine immense. Il est tellement immense que je comprends qu'il puisse être tentant de vouloir tout apprendre, tout maîtriser d'un coup, mais c'est presque impossible. C'est un suicide. C'est la meilleure recette pour se décourager. Donc, commencez petit, avec un seul outil, une seule tâche, un seul objectif. Ça va vous permettre de prendre confiance et de pouvoir progresser, d'accord? Comme on dit, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Dernière erreur, cinquième, que je vois beaucoup de gens faire, c'est de se comparer aux plus jeunes. Alors, c'est sûr que si vous comparez à vos enfants, vos petits-enfants qui utilisent l'IA, qui sont très à l'aise avec la technologie, vous allez vous sentir dépassé. Alors, ne faites pas ça. Arrêtez de vous comparer. Dites-vous tout simplement, comparez-vous à vous, ok? À la fin de cette vidéo, je suis sûr que vous savez plus sur l'IA que vous ne le saviez avant. Alors, on a couvert énormément de terrain ensemble. On est parti d'un sentiment de celui d'être dépassé, d'avoir raté quelque chose. On a vu chapitre après chapitre, c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, comment le monétiser. Je vous ai donné un plan d'action simple de 14 jours. Et j'aimerais que vous reteniez ceci. L'IA n'est pas réservé aux ingénieurs, ce n'est pas réservé aux matheux, aux jeunes, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Je pense, c'est un outil que tout le monde peut s'apprivoiser et l'utiliser à bon escient. D'accord? Après, il y a des risques. On a vu aussi les risques et comment l'utiliser de façon responsable et surtout se protéger. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment importants à garder en tête lorsque vous voulez vous servir de cette technologie-là. D'accord? Et souvenez-vous de ce qu'on a dit au début de cette vidéo. On n'est qu'à 3 ans de l'IA, donc on est encore au début et vous avez le temps de vous rattraper. Si vous voulez que je vous accompagne personnellement, de vous aider à construire des systèmes d'intelligence artificielle sur mesure pour vous ou pour votre entreprise, vous pouvez réserver un appel avec moi en utilisant le lien de réservation dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre ma communauté gratuite sur Skool en utilisant le lien dans la description et pour vous retrouver avec des personnes à qui vous pourrez poser des questions, échanger sur les technologies, parler de vos difficultés et on pourra vous aider à garder le cap. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.